Bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un mythe né d'un cauchemar, une histoire qui, depuis plus de 2 siècles, nous pose toujours la même question finalement. Qui est le véritable monstre? Cette question, elle est au cœur de tout. C'est avec elle que Mary Shelley ouvre son roman. Et c'est cette question qu'on va explorer en comparant le livre original avec l'adaptation cinématographique de 1994. Comment une histoire née d'un simple cauchemar a-t-elle pu devenir aussi immortelle? Allez, on y va. Pour bien comprendre, il faut remonter à l'origine. Parce que l'histoire de Frankenstein, elle ne commence pas du tout dans un labo, mais au bord d'un lac, pendant un été complètement pourri. Imaginez la scène. On est en 1816, l'année sans été. À cause d'une éruption volcanique à l'autre bout du monde, le temps est horrible. Un groupe de jeunes gens brillants, dont Mary Godwin, se retrouve coincé dans une villa. Forcément, ils s'ennuient. Alors, pour s'occuper, Lord Byron lance un défi. Qui écrira la meilleure histoire de fantômes? C'est de là que tout est parti. Et voilà l'étincelle. Un cauchemar, une vision terrifiante qui va donner naissance 2 ans plus tard à un roman publié anonymement. Un roman écrit par une jeune femme de 18 ans qui va tout simplement inventer la science-fiction moderne. Rien que ça. Mais ce qui rend ce roman absolument unique et d'ailleurs si difficile à adapter, ce n'est pas juste l'histoire, non. C'est la façon dont elle est racontée. C'est une structure narrative d'une complexité folle. En fait, le roman n'est pas linéaire du tout. C'est construit comme des poupées russes, vous voyez? Une histoire dans une histoire dans une autre histoire. Et chaque couche nous donne une perspective, une voix différente. Et grâce à ça, on entend tout le monde, y compris la créature elle-même. Et attention, on est très très loin du monstre qui grogne et qui a des boulons dans le cou là. Le livre lui donne une voix, une intelligence, une âme. Oui, la créature du livre. Elle parle comme ça. Elle est hyper articulée, intelligente. Elle lit même des livres comme Le Paradis perdu. Elle ressent une solitude immense, et sa vengeance, elle ne vient pas d'une méchanceté pure, mais d'un profond désespoir. Alors maintenant, faisons un bond dans le temps, on arrive en 1994. Comment est-ce que le réalisateur Kenneth Branagh a bien pu s'y prendre pour adapter une structure pareille pour le cinéma? Il faut savoir que le producteur Francis Ford Coppola sortait tout juste de l'énorme succès de son Dracula. L'idée, c'était de faire la même chose pour Frankenstein. On oublie les clichés et on retourne au texte original, à la source, pour rendre justice à la vision tragique de Mary Shelley. Et pour ça, ils ont mis les moyens. 45 millions de dollars de budget. Pour les coqs, c'est juste colossal. L'ambition était claire. On ne fait pas un petit film d'horreur, on fait une grande épopée dramatique avec des décors somptueux et un casting 5 étoiles. D'ailleurs, le titre lui-même, Frankenstein, d'après Mary Shelley, c'était à la fois une promesse de fidélité et une petite astuce juridique. Mais bon, malgré toute cette bonne volonté, adapter un livre aussi riche en un film de 2 heures, ça implique forcément des choix et des changements importants. Alors justement, ces changements, parlons-en. Où est-ce que le film s'éloigne du livre? Et surtout, qu'est-ce que ça nous révèle sur la différence entre la littérature et le cinéma? Premier exemple, super parlant, la mort de la mère de Victor. Dans le livre, c'est la maladie. Dans le film, elle meurt en couche. Ça peut paraître un détail, mais ça change tout. La motivation de Victor devient beaucoup plus directe, plus psychologique. Il veut vaincre la mort qui lui a pris sa mère à la naissance de son frère. C'est bien plus personnel. Autre changement, le destin de Justine, la servante. Le livre, c'est un drame judiciaire lent et angoissant. Le film, lui, choisit le grand spectacle. Une foule hystérique la linge sur place. On privilégie l'action, l'horreur immédiate, à la tension psychologique du roman. Et ça devient encore plus radical avec la fiancée de la créature. Dans le roman, Victor l'a construit avec des corps anonymes, puis l'a détruit. Dans le film, la créature exige qu'il utilise le corps de Justine. D'un coup, le conflit devient beaucoup plus intime, beaucoup plus tordu. Mais alors là, le changement le plus spectaculaire, c'est la mort d'Élisabeth. Dans le livre, elle est simplement étranglée. Le film en fait un véritable opéra gothique. La créature lui arrache le cœur, Victor la réanime, et elle finit par se suicider par le feu. C'est le choix du grand spectacle, poussé à son paroxysme. Bon, après tout ça, la question se pose, pourquoi faire tous ces changements? En fait, c'est la question fondamentale de toute adaptation. Qu'est-ce qu'on gagne en spectacle et qu'est-ce qu'on perd en profondeur? En réalité, la réponse, ce n'est pas de dire telle version est meilleure que l'autre. C'est de comprendre que chaque adaptation est un miroir. Elle nous en dit autant sur l'œuvre d'origine que sur l'époque qui la regarde. Le film de Branagh, il fait ce que le cinéma fait de mieux. Il utilise la musique, des images chocs, des émotions fortes pour raconter l'histoire dans son propre langage. Un langage plus direct, plus opératique. Et c'est ça la vraie magie de Frankenstein. C'est un mythe si puissant sur la création, l'abandon, la responsabilité, que chaque génération peut y projeter ses propres peurs, ses propres angoisses et trouver son propre monstre dans l'histoire.
Le fait qu'on continue de se poser cette question 200 ans plus tard, que ce soit en lisant le livre ou en regardant un film, eh bien c'est la preuve que l'histoire de Frankenstein, elle, n'est pas près de mourir.